RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, c'est François Calfon qui est notre invité. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste et vous êtes en 13e position sur la liste PS Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann pour les élections européennes de juin prochain. Alors justement, cette liste, c'est un peu la surprise de cette campagne européenne avec environ 12% des intentions de vote allaient en 3e position et l'écart d'ailleurs avec la liste de Renaissance conduite par Valérie Hayé s'est sensiblement réduit au cours de ces dernières semaines puisqu'il n'est plus que d'environ 5 points. Est-ce que le Parti socialiste serait sur le point de sortir des abysses ? Écoutez, je crois que les Français attendent finalement une parole qui est à la fois progressiste, de gauche et qui est conforme à l'idée qu'on puisse vraiment exercer les responsabilités pour transformer le monde. Le moment où la politique s'est a voulu croire que la politique c'est simplement la fonction tribunicienne, c'est-à-dire le fait de parler fort, le fait d'être dans l'outrance verbale avec finalement des résultats qui ne sont pas là, est un moment que je crois, en tout cas j'espère que nous sommes en train de dépasser. Vous pensez que ces élections européennes pourraient marquer la fin de la NUPES, dont on se demande d'ailleurs sur quoi elle repose aujourd'hui en fait? Alors déjà, de fait, il n'y a pas de NUPES aux élections européennes, oui. puisque la gauche, chacun part dans son couloir. Oui, mais il n'y a pas eu, entre guillemets, de dissolution officielle de la NUPES. Alors en même temps, le Parti socialiste a décidé finalement de suspendre sa participation à la NUPES, et cela précède largement la constitution de liste européenne. Mais pour revenir à l'Europe, parce que je crois que dans le succès de Raphaël Glucksmann, il est question d'Europe. Oui, on va en parler d'ailleurs de ça. C'est un candidat qui parle d'Europe. Oui. À chaque fois qu'il y a des élections européennes, on parle de toute autre chose que l'Europe. D'ailleurs, beaucoup de candidats continuent à parler de toute autre chose. Eh bien, les Français s'intéressent à l'Europe. Pourquoi ? Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Non, mais on en parlera spécifiquement. Restons un instant sur ces questions, puisque dans un entretien au Figaro, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, défend, et ça rejoint un peu ce que vous disiez il y a quelques instants, l'urgence de s'unir à gauche. Elle parle d'une urgence républicaine de s'unir à gauche, afin de proposer, dit-elle, un nouveau projet de société aux Français. Pour elle, ce rassemblement pourrait aller devrait aller de Clémentine Autain, donc qui est à LFI, jusqu'à Pascal Canfin, qui est à Renaissance. Vous voyez les choses comme elle ? Non, je vois pas. Enfin, bien sûr, j'apprécie ce que dit Carole Delga, mais moi, c'est le projet qui va déterminer les alliances. Et le projet dans lequel on est face à une urgence totale sur le plan politique, c'est à la possibilité réelle que l'extrême droite parvienne aux responsabilités en 2027. Et puis, on le voit bien, ils sont à plus de 30% dans les sondages au moment des élections européennes. Donc, ce qu'il faut, c'est offrir une alternative au duo qui n'est pas un duel entre Macron et finalement Bardella. Et je crois que qui mieux que la gauche qui gouverne finalement peut rentrer dans ce périmètre. Alors, j'ai l'air un peu lointain, un peu ne répondant pas à la question, je vais y répondre avec une certaine précision. Qu'il y ait Clémentine Autain, pourquoi pas ? Quand j'entends François Ruffin, qui manifestement a quitté le terrain de l'outrance verbale pour entrer dans le terrain de la politique, il pose la question de la souveraineté, il pose la question des catégories populaires, il pose au fond sérieusement la question de savoir comment on peut gouverner. Eh bien, à partir du moment où on remplit ce cahier des charges-là, alors oui, et je rejoins Carole Delga, mais je peux rejoindre d'autres, nous pouvons nous entendre. Carole Delga dit que le rassemblement de la gauche doit se faire sans Jean-Luc Mélenchon. Sur ce point, vous êtes d'accord ? Je vois mal comment, depuis le 7 octobre en particulier, nous pourrions construire un chemin, déjà avec quelqu'un qui nous rejette. Et j'ai envie de vous répondre plutôt par ce qu'est ma gauche. Ma gauche, à moi, elle n'est pas dans la conflictualisation permanente. Elle est dans les compromis que l'on peut trouver. Ma gauche, à moi, elle est humaniste, et son humanisme n'est pas à géométrie variable. Je condamne aussi bien, puisque nous sommes dans une chaîne à vocation
internationale les gardiens de la révolution, le régime iranien, que le Hamas ou que l'extrême droite israélienne. Je suis du côté des Ukrainiens. Je n'ai pas d'indignation internationale à géométrie variable. Ma gauche à moi, elle ne nie pas qu'il y a des frontières. Ma gauche à moi, elle souhaite que nous trouvions des chemins démocratiques qui rassemblent, plutôt qu'une logique où, finalement, les réponses aux difficultés du pays seraient dans la guerre de tous contre tous. Ma gauche, à moi, reconnaît qu'il y a des problèmes dans la police, mais elle ne considère pas que, par essence, la police tue. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de différences. Alors après, tout le monde... Ça fait une très belle anaphore, comme on en a déjà entendu, ma gauche à moi. Vous parliez, François Calfon, il y a un instant, de François Ruffin. Et un sondage qui a été publié tout récemment, il y a quelques jours, oui, que vous avez vu, je m'en doute, indique que dans l'hypothèse donc d'une candidature unique à gauche, François Ruffin se qualifierait pour le second tour avec 29% des voix au premier tour. Il serait 1 point derrière Marine Le Pen et 4 devant Édouard Balladur, qui dans ce sondage a été retenu comme hypothèse de candidat de la majorité. Au second tour, François Ruffin ferait jeu égal avec Marine Le Pen, 50% chacun. Et dans le même scénario d'union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, si c'était lui, il n'obtiendrait que 18%, donc là où François Ruffin en obtiendrait 29%, donc très loin derrière Marine Le Pen à 32%. Que traduit ça fait réfléchir. Mais que traduit ce sondage, c'est un peu ce que je disais. Ouais. C'est-à-dire que les gens, déjà, les citoyens ont plaisir à retrouver à travers la belle incarnation de Raphaël Glucksmann d'une gauche qui, justement, est humaniste, construite, qui est universaliste. Ça, c'est pour les élections européennes. Mais au-delà du plaisir de retrouver cette gauche qui cherche les compromis plutôt que la rupture, plutôt que la confrontation, il y a une urgence des citoyens de gauche, des gens qui ont le cœur à gauche, de se dire quelle est la solution politique face à l'extrême droite. On a vu que Monsieur Macron s'est fait élire finalement sur l'idée du barrage à l'extrême droite, mais qu'en réalité c'était plutôt un duo qu'un duel. On le voit à l'occasion de certaines déclarations. Donc finalement, nous sommes un peu loin des présidentielles et à la fois proches. Chacun cherche une forme de solution. Vous avez cité François Ruffin, paradoxalement, hein, puisque le retour de la gauche, il est là, des salles combles de François Hollande qui est reçu, c'est une sorte de retour de grâce, retour d'affection des gens de gauche et des sondages qui lui sont favorables. Donc on voit bien qu'on cherche comme ça une sortie à gauche, humaniste pour les élections présidentielles. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas une vision défensive. Cette gauche-là, cette gauche que j'ai décrite, qui est la mienne, elle peut gagner face à l'extrême droite. Et nous savons bien, malheureusement, que la solution n'est pas dans la perpétuation d'un macronisme sans tête ni boussole. Après 3 conférences annulées ces derniers mois, Bordeaux, Rennes et Lille, Jean-Luc Mélenchon a été accueilli hier soir à Sciences Po Paris. Est-ce que c'est une bonne chose, au moins au nom de la liberté d'expression ? Alors moi, je suis un farouche défenseur de la liberté d'expression. Et je pense même que quand vous avez, y compris en face de vous, je ne parle pas spécialement de Jean-Luc Mélenchon, des gens qui adhèrent à la théorie du complot, si vous nourrissez cette théorie du complot en empêchant aux gens de s'exprimer, eh bien alors déjà nous ne sommes plus en démocratie. Et puis ça nourrit finalement... Donc dans cet esprit, par exemple, vous n'étiez pas partisan d'interdire la conférence des droites nationales européennes dans la banlieue de Bruxelles, qui a été interrompue en tout cas par le bourgmestre qui avait signé un arrêté en ce sens. La frontière franco-belge ne me fait pas changer de position, même si après ils ont un droit... mais là en l'occurrence c'est la frontière extrême-gauche, extrême-droite peut-être. Donc... Oui, mais moi je souhaite que tout le monde s'exprime. Sauf finalement... Et chacun s'exprimant, ensuite il y a des limites qui sont portées par la loi. Si dans une expression, vous parliez de M. Zemmour, vous avez des propos qui relèvent finalement du racisme, c'est-à-dire la loi Guesso, eh bien après... à chacun de prendre ses responsabilités, à des associations, à un procureur de prendre sa responsabilité si des propos dépassent le cadre du débat. Mais moi, je souhaite le cadre du débat, je souhaite le débat politique, la confrontation politique, parce que je crois que les Français sont adultes. Alors, et donc ils peuvent se faire une opinion par eux-mêmes. Justement, dans le même ordre d'idées, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a fait savoir aujourd'hui qu'elle avait reçu une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie
morphologie du terrorisme. Elle devrait être interrogée sur un communiqué qui avait été publié le 7 octobre, dans les instants qui avaient suivi l'attaque meurtrière menée par le Hamas contre Israël. Dans ce texte, les députés LFI, donc ce 7 octobre, avaient évoqué une offensive armée de forces palestiniennes pour faire face à l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Je rappelle que Rima Hassan, qui est candidate aux élections européennes sur la liste LFI, avait déjà elle-même reçu une convocation pour plusieurs de ces déclarations. Est-ce qu'il faut, là, en la matière, s'inquiéter de ces procédures? Est-ce qu'il y a quelque chose, là, pour vous, qui est de l'ordre de, comme on dit parfois, de l'hyperjudiciarisation de la vie politique? Écoutez, je viens de dire à l'instant que moi j'étais très attaché à la confrontation des idées. Et je pense que la confrontation des idées, elle doit se faire sur le terrain des idées et non pas sur le terrain judiciaire. Maintenant, j'entendais Raphaël Glucksmann, pas plus tard qu'hier, s'exprimer sur un certain nombre de sujets, et notamment sur un terme usité dans le débat politique, que je réprouve, parce qu'il faut l'utiliser avec parcimonie et bon escient, qui est le terme génocidaire, qui est un terme comment dire, utilisé et usé jusqu'à la corde par ceux qui l'emploient. Les comparaisons qui ont beaucoup choqué. Moi, je ne parlerai même pas de mon opinion, mais je vois à quel point beaucoup ont été choqués. Ce qu'on appelle le point Godwin, qui consiste à comparer quelqu'un qui ferait preuve d'autorité, voire d'autoritarisme, avec des dirigeants nazis. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, j'ai vu les sondages. Le parallèle fait entre le président d'université et Eichmann. Voilà. Ouais. J'ai vu des sondages, récents, puisqu'il y a un sondage par jour. Alors, ça n'est qu'une prise de pouls de l'opinion à un moment donné. D'ailleurs, je ne crois pas que ça favorise ceux qui s'y emploient. Puisque vous parlez du terme génocide, deux réactions donc à cette convocation. Celle de Jean-Luc Mélenchon, qui estime sur Twitter, je le cite, toute la sphère politique et intellectuelle anti-génocide est menacée. Et Mathilde Panot elle-même qui dit aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. Pour vous, c'est de l'outrance, ça? Moi, je n'adhère pas à cela et je préfère vous dire ce que nous pensons des deux conflits internationaux qui nous occupent. Nous pensons très clairement qu'il est temps que la guerre d'Israël contre le peuple palestinien, parce qu'au-delà du Hamas, c'est une partie importante du peuple palestinien qui est touchée avec beaucoup trop de décès, beaucoup trop de souffrances. Nous pensons qu'un chemin de paix doit revenir de façon urgente. Nous sommes en opposition frontale à la façon dont, finalement, cette riposte d'Israël vis-à-vis du Hamas est mise en œuvre au-delà même, finalement, de la sécurité d'Israël. Cela relève finalement maintenant d'une punition collective, c'est tout à fait clair. Mais dans le même temps, nous disons aussi que les agressions du régime des Mollahs, avec 300 missiles sur Israël, ce régime qui doit être réprouvé. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann avait souhaité au moment... Vous parlez de l'Iran, Je parle de l'Iran. Au moment de cette révolte populaire, notamment des femmes, que les organisations proches du régime des Mollahs soient inscrites sur la liste des organisations terroristes. À ce moment-là, Raphaël Glucksmann était bien seul. Eh bien, nous souhaitons que nous puissions garder le discernement nécessaire et ne pas considérer, ne pas importer des conflits en finalement soufflant sur les braises. La situation est trop grave pour qu'elle fasse l'objet d'une instrumentalisation. Alors, on va revenir un instant à la campagne en elle-même et au fond, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, Raphaël Glucksmann fait de la guerre en Ukraine l'un des thèmes forts de sa campagne pour les européennes. Et vous le disiez tout à l'heure, ces élections pourraient, ce qui ne serait pas ordinaire, se jouer véritablement sur des questions européennes. Vous le pensez ? Moi, je le pense. Je pense que les choses ont changé, notamment depuis le Covid, par exemple, où les solutions à la crise ont été européennes sur l'achat. Alors, on peut le critiquer sur l'achat finalement des vaccins de façon collective, bien au-delà des traités internationaux, sur le quoi qu'il en coûte et opaque. Ça a été très souligné par un certain nombre de députés européens. Je dis, on peut le critiquer, puisque vous m'en donnez l'occasion. Je critique la façon dont la Commission européenne, Madame von der Leyen, dont vous aurez observé que nous ne la soutenons pas, a mis en œuvre ces contrats. Mais enfin, on s'est occupé, on a répondu à un problème du public, des citoyens européens, à travers cette crise sanitaire. On y a répondu, y compris sur le plan économique. Le quoi qu'il en coûte n'est pas simplement un quoi qu'il en coûte franco-français. Il y a eu des investissements massifs, finalement, de l'Europe
pour se protéger des conséquences économiques de cette crise. Et puis, bien sûr, c'est sujet à caution, mais la transition écologique ne connaît pas les frontières. Et le pacte vert, qui décide finalement de transformer notre économie, de transformer notre agriculture pour défendre, pour finalement prendre en compte le défi climatique et le dépasser, eh bien, cela aussi, c'est au niveau européen. Et je crois que les Français ont tout à fait conscience de cette dimension. On pourrait rajouter la crise migratoire, dont on voit bien que les pays en première ligne, ça c'est Dublin, doivent absorber finalement ceux qui viennent sur notre territoire, et que cela suppose, alors la Hongrie s'y oppose, mais cela suppose qu'il y ait une solidarité internationale dans l'accueil des migrants. Vous voyez, j'ai cité quelques sujets qui ne sont pas simplement des sujets dont on parle. Dans le temps, c'était des sujets d'experts, l'Europe. Est-ce qu'on est pour l'acte unique ou non? Est-ce qu'on est pour le fédéralisme ou le souverainisme? Non, ce sont des sujets massifs dont on voit bien que l'échelle européenne est la bonne échelle pour répondre. Vous avez évoqué à l'instant les questions migratoires, et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a obtenu l'adoption de la loi sur l'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda, qui était en débat depuis des mois. Qu'est-ce que vous inspire ce dispositif qui, je le rappelle, donc prévoit que les candidats à l'asile ne pourront voir étudier leur demande d'asile qu'une fois qu'ils auront été envoyés au Rwanda? Écoutez, moi je pense plus globalement que la question des flux migratoires, c'est d'abord une question humaine, soit pour des situations politiques, soit pour des situations géoclimatiques, et que nous sommes en quelque part au milieu du gué. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable solidarité européenne en matière de migration. Aujourd'hui, mais la Méditerranée est encore un cimetière maritime à ciel ouvert, et on nous fait voter un paquet asile-immigration qui permet encore à un certain nombre de pays, je pense à la Hongrie, de se défaire de la solidarité internationale. Mais est-ce que ce genre de procédure mise en place en Grande-Bretagne ne révèle pas au fond qu'un certain nombre de démocraties européennes, de gouvernements européens sont perdus, ne savent plus quoi faire face à la question migratoire? Mais je pense que, si vous voulez, le problème du rapport à l'immigration, il est tout simple. C'est-à-dire que si vous abordez la question migratoire d'abord sous un prisme dogmatique, alors ça ne fonctionne pas. Et fondamentalement, il y a un double prisme dogmatique qui existe dans tous les pays. Le prisme dogmatisme du sans-frontiérisme, c'est-à-dire que chacun peut aller et venir comme il le souhaite. Où il veut. Ça n'est pas soutenable. Et je crois que personne de raisonnable, on parlait de la gauche qui trouve des solutions, personne de raisonnable ne peut le penser. Et puis le prisme du zéro migrant, le prisme xénophobe, qui est une sorte de miroir aux alouettes. Regardez, puisque nous parlions à l'instant du Rwanda ou de la Grande-Bretagne, regardez ce qui s'est passé en Italie avec Mme Meloni. Elle avait promis une immigration zéro, et puis elle a vu, face aux défis notamment démographiques, à quel point elle avait besoin de ces migrants. Et elle en a reçu 400 000. Donc vous voyez, elle avait commencé sa campagne contre l'Union européenne, qui était, selon elle, je la cite, une sorte d'autoroute pour l'immigration. Et puis elle comprend, face au mur du réel de la gestion des politiques migratoires, que tout cela doit être géré au niveau communautaire. Donc une fois... Bon, je vous ai fait un signe, vous vous êtes arrêté à la seconde, mais c'est vrai qu'on est arrivé au terme de cette émission. On est arrivé au terme de... Donc, je vous laisse pas long sujet, on pourrait en reparler... On pourrait en reparler très longuement. Merci François Calfon, très bonne soirée. Merci à Flore Simon et Sigrid Azerwal qui m'ont aidé à la préparer. À la semaine prochaine. Bonsoir.